Donc bonjour à tous, Thibaut Vargas. Je procède à l'enregistrement de la soirée théorie qui a été faite il y a une semaine, mais comme pas mal de monde n'a pas pu y assister, j'ai fait l'enregistrement et je vous le rends disponible en replay. Donc le thème de la soirée théorie parapente, c'est les fronts et les nuages associés. On va voir ça sous différents points. Donc les différents nuages, avec la définition des fronts, les fronts chauds, les fronts froids et les fronts occlus. Et ensuite, on observera les différentes influences sur le vol, notamment en parapente. Donc commençons d'abord par définir les nuages. Les nuages, c'est donc un ensemble visible de minuscules particules d'eau liquide et ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. Comment ils se forment? Donc les nuages se forment par le refroidissement de l'air ascendant et lorsque la température diminue, la quantité maximale de vapeur d'eau qu'il peut contenir, elle va Lorsque la température diminue, la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air diminue, donc l'humidité relative augmente, et dès qu'elle atteindra 100%, on observera de la condensation. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les nuages, ils ont deux grands types, et uniquement deux. Donc il y a les nuages de type cumuliforme, qui ont une forme un petit peu de chou-fleur, ils sont un petit peu joufflus, donc ils auront une terminaison en cumulus. L'autre classification, c'est les nuages stratiformes. C'est une forme différente sous forme de stratus. Donc stratus, stratiforme, voilà, c'est en forme de strate. Donc c'est vraiment des nuages de couches. Si on regarde maintenant la répartition verticale, ils ont trois altitudes majeures. Donc ceux qui ont la base au-dessus des 6000 mètres, on leur ajoutera un préfixe qui sera siro. S'ils ont une base entre 2 et 6000 mètres, on ajoutera un préfixe qui sera alto. Et s'ils ont une base basse, c'est-à-dire inférieure à 2000 mètres, dans ce cas-là, pas de préfixe. Donc en connaissant deux types de nuages et les différentes, enfin, la répartition verticale et donc notamment les deux préfixes, eh bien, on peut construire 80% des noms des nuages. Donc si on résume ici, dans la première couche, donc dans la partie basse, bon, ici c'est entre 0 et 3000 mètres, on y retrouve donc les stratus et les cumulus. Voilà, les cumulus ils sont dessinés ici, les stratus sont plus à droite. Voilà, on a stratus et cumulus, c'est donc les deux grandes familles, mais sans préfixe puisqu'on est en partie basse. Si on regarde ce qui se passe au-dessus, on est dans la deuxième couche, donc entre 3 et 6000 mètres d'altitude. On ajoute le préfixe alto, donc on y retrouve les altos stratus, ici, et les altos cumulus, ici. On verra par la suite quelle tête ils ont un peu plus en détail. Enfin, dans la troisième couche, elle se situe entre 6000 et 9000 mètres. On ajoute donc le préfixe cirro, comme on a vu précédemment. On y retrouve donc les cirrostratus, ici, les cirrocumulus, ici, et les cirrus. Donc les cirrus, c'est un petit peu la verrue qui n'est pas dans la catégorie ni cumulus ni stratus. Mais bon, on a quand même couvert 80% des noms des nuages avec les préfixes et les deux types de nuages. Les cirrus, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont formés de cristaux de glace. Ils ont l'apparence de filaments blancs, donc on verra en photo ce que ça peut donner. Il y a des nuages complémentaires, c'est les nuages qui peuvent traverser plusieurs couches. On a notamment le Nemmostratus, ici, le Cumulonimbus, que tout le monde connaît, plus ou moins, qui est vraiment un nuage caractéristique de l'orage, et le Stratocumulus, qui peut effectivement traverser deux couches. Voilà, ça c'est une image un petit peu floue, mais qui donne un peu plus voilà, à quoi ressemblent les nuages, même si plus loin on a vraiment des photos caractéristiques. On va maintenant se rapprocher des fronts. Donc qu'est-ce qu'un front? Qu'est-ce qu'un front chaud? Qu'est-ce qu'un front froid? Et quels sont les éléments qui les accompagnent? Donc les fronts. Un front est une surface de discontinuité, une zone de transition où s'affrontent deux masses d'air aux propriétés différentes. On distingue deux types de fronts principaux, c'est le front chaud et le front froid. Il y a un troisième type de front qui vient se greffer là-dessus, c'est un front occlus, on le verra plus tard, c'est un mélange en fait de front chaud et de front froid.
Donc ici, on a une carte isobarique avec une carte des fronts. Et donc, on peut facilement identifier, donc en bleu ici, avec des pointes, ce sont les fronts froids. En rouge, avec des demi-cercles rouges, ce sont les fronts chauds. Et donc, en violet, avec une alternance de pointes et de demi-cylindres, ce sera les fronts occlus. On va rentrer dans le détail en se rapprochant maintenant du front chaud. Donc le front chaud, comme on l'a dit, il est représenté sur la carte par des demi-cercles rouges. Ici, on a une petite vision avec le sens de déplacement qui est important à connaître. Donc dans cet exemple, il va être de gauche à droite. Un front chaud, il se définit comment? C'est la limite entre deux masses d'air avec l'air chaud qui remplace de l'air froid. Donc voilà, on a de l'air froid au-dessus de la tête et on a un front chaud qui est en train d'arriver. Et donc avec un air qui est légèrement plus chaud que celui qui était ici. Donc l'air chaud ayant une plus faible densité que l'air froid, il est forcé de s'élever au-dessus de l'air froid. Donc c'est pour ça que voilà, il est plutôt en partie haute et penché. Le passage entre les deux masses d'air s'effectue sur une longue distance. Ici voilà, c'est estimé à 600 km. Et voilà, dans l'exemple, il faut juste avoir une idée de grandeur. Elle sera tout à fait différente sur un front froid. Mais sur un front chaud, si on est à Toulouse, on va voir les premiers nuages au-dessus de notre tête. Le front, il sera pas encore à Bordeaux, quoi. S'il arrive de l'ouest, évidemment. L'approche est marquée par un envahissement de nuages élevés de type cirrus, dont l'épaisseur augmente graduellement et se transforme en altostratus. Donc effectivement, on va avoir les cirrus arriver au-dessus de notre tête et ça matérialise clairement que le front chaud est en train de se rapprocher. Alors ça peut prendre un certain temps avant que les némostratus arrivent. Néanmoins, on voit clairement ces nuages d'altitude, cirrus, cirrostratus et altocumulus, qui se rapprochent de plus en plus, et donc l'altitude des nuages descend aussi au fur et à mesure que le front se rapproche. Par la suite, le nuage devient de type nimbostratus et donne des précipitations continues. Donc voilà, on voit très bien la pluie ici. On aura donc des altostratus qui se transforment en nimbostratus, et donc synonyme de grosses précipitations caractéristiques. Ici. Donc les caractéristiques à retenir pour un front chaud: nuage de type stratiforme, plutôt de la pluie fine et continue, et le temps du passage du front, il va être plutôt long, donc entre 18 et 36 heures, c'est-à-dire qu'il se déplace doucement et surtout il couvre une grande distance. Voilà, ça c'est une image que j'aime bien, qui nous indique, enfin qui montre bien par rapport au sens de déplacement du front. Ici, on voit bien les demi-cylindres qui sont représentés sur une carte. Et donc voilà, l'air chaud, il va avoir tendance à remplacer l'air froid tout en s'élevant au-dessus, dû à sa plus faible densité. Les indices météo qui accompagnent un front chaud. Donc c'est une diminution de la visibilité, une vitesse du vent qui augmente, la pression qui diminue rapidement, et la pression qui diminue rapidement. On peut avoir un front chaud qui est instable. Dans ce cas-là, ce sera la même chose, mais avec un cumulonimbus qui accompagnera les nuages précédents. Après le front, on a des conditions typiques d'une masse d'air chaude. Donc les nuages, c'est des stratus bas, la visibilité sera mauvaise, et il faut s'attendre à une bruine plutôt faible à modérée. Si on bascule maintenant sur le front froid, donc c'est la limite entre deux masses d'air avec un air froid qui s'engage sous une masse d'air chaud en la repoussant, comme un rabot. Donc voilà, admettons on était ici avec de l'air plutôt chaud. L'air froid qui arrive, donc on a un sens de déplacement de la gauche vers la droite encore une fois. L'air froid, il va vraiment faire l'office d'un rabot. Donc il faut s'imaginer qu'il va soulever l'air chaud. Donc l'air chaud, il va être poussé en altitude et en même temps, il va s'installer et donc se déplacer ici de la gauche vers la droite. Il a une pente beaucoup plus raide que le front chaud puisqu'il s'étend seulement, on va dire, sur 15-50 km. Donc ça, c'est des ordres de grandeur. Et voilà, on est vraiment sur une échelle beaucoup plus petite. C'est-à-dire que le front froid, une fois qu'on le voit devant nous, on est quasiment déjà dessous, quoi. Les caractéristiques à retenir d'un front froid, donc c'est des nuages de type cumuliforme, on le voit un petit peu.
Des averses, ce sera plutôt des averses de grosses gouttes, vraiment de la pluie qui mouille, contrairement au front chaud où on avait vraiment de la pluie fine et continue. On peut avoir aussi des orages de grêle qui accompagnent les fronts froids. Le temps de passage ici, il est de 10 minutes à 1 heure. Encore une fois, c'est une évaluation, ça peut être différent. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le passage d'un front froid, il est plutôt rapide. Donc, si on le voit devant nous, ben, on sait qu'il va vite arriver, éventuellement vite passer. Donc, c'est pas impossible qu'il refasse beau derrière le front froid. Donc, l'image caractéristique ici, on voit vraiment que l'air froid, il va soulever l'air chaud en se déplaçant et voilà, faire office d'un rabot. C'est vraiment la bonne image pour retenir le front froid. Les indices météo qui accompagnent le front froid, on aura donc les fortes précipitations peu avant et pendant le passage du front. Donc les précipitations qui vont être vraiment sensibles sous ici le némostratus et les altocumulus. On aura une pression qui va baisser fortement, le vent va tourner et le vent il va se renforcer et devenir irrégulier et très rafaleux. Donc c'est vraiment caractéristique, il faut faire attention lorsqu'un front froid est annoncé et prévu, parce que voilà, au niveau du vent, on a vraiment des marqueurs voilà, qui sont dangereux pour notre pratique du parapente. Un front froid également, il peut être instable, donc présence de cumulonimbus. Voilà, donc par rapport au nuage qu'on a vu précédemment, à l'avant du front, il est possible qu'il y ait un cumulonimbus, voilà, qui sera synonyme d'un orage un peu plus marqué. Après le front, donc on aura une amélioration nette du temps. Effectivement, comme le front passe vite, ça va être intéressant pour nous. Le ciel va donc se dégager. Le vent va changer de direction. Et donc, il est possible qu'après un passage d'un front froid le matin, les conditions redeviennent volables parfois l'après-midi. Donc c'est pas tout le temps le cas, mais pour autant c'est pas impossible. Alors à l'inverse d'un front chaud où bon voilà on sait qu'il va mettre du temps à passer, on va prendre de la pluie fine pendant plusieurs heures. Le front froid ça peut être plus fort au niveau des précipitations, mais par contre passer plus vite. Un front occlus. Donc le front occlus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mélange de front froid et de front chaud. Un front occlus, on veut dire aussi occlusion, c'est quand le front froid, qui est plus rapide, rejoint le front chaud. Donc sur la carte, on le voit ici en violet, donc on a les pointes du front froid et les demi-cercles du front chaud qui sont enfin, appairés, on va dire, en violet. Lorsque le front froid atteint le front chaud, l'air chaud devient de plus en plus pincé ou coincé entre les deux fronts et il sera soulevé en altitude et le système devient occlus. Donc on va le voir ici. Donc on a un front froid donc qui va se déplacer, on va dire, de la gauche vers la droite, plutôt dans ce sens-là, exactement dans le sens de ma souris. Et donc il va rattraper le front chaud qui est devant lui. Et lorsqu'il l'a rattrapé, voilà, le front est occlus. Donc on va dire que sur la partie violette ici, le front froid a déjà rattrapé le front chaud. Et c'est ce qui va se passer dans le reste du tracé bleu ici. Donc concernant le front occlus, il y a deux types de front occlus. On a une occlusion qui peut être froide. Donc une occlusion froide, c'est lorsque la partie frontale de l'air froid est plus froide et plus dense que la masse d'air frais en avant du front chaud. Donc on voit ici que en fait l'air le plus froid est ici et donc il va passer et soulever l'ensemble de l'air devant lui. Donc l'air chaud, on le savait déjà, mais aussi l'air frais qui était positionné à l'avant du front. L'occlusion, elle peut être de type chaude. Dans ce cas, la partie frontale de l'air froid est moins froide que la masse d'air en avant du front chaud. C'est-à-dire que la masse d'air à l'avant ici, c'était la plus froide. Donc notre air frais qui arrive derrière, alors il va toujours pousser vers le haut le front chaud, enfin l'air chaud, mais en revanche, il ne va pas s'immiscer dessous l'air qui était plus froid et donc il va glisser dessus. Donc, dans l'absolu, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, l'occlusion, c'est le front froid qui rattrape le front chaud. On a une information sur les nuages caractéristiques qui se ressemblent. Et donc voilà, à l'occlusion, on aura dans les deux cas des précipitations, un cumulonimbus et voilà, une situation qui est tout à fait défavorable au parapente.
Voilà, un petit récapitulatif si vous voulez voilà, imprimer une feuille à travailler ou à retenir, ce sera celle-là. Donc sur la droite, on a un front chaud, donc ne pas voilà, vraiment faire attention au sens du déplacement du schéma, ce qui pourra fausser complètement sinon la compréhension. Donc ici on est de gauche à droite. Donc d'abord un front chaud qui va donc voilà avec ses nuages associés qui va se déplacer. Ensuite voilà on aura une phase entre les deux fronts qui peut durer un certain temps. Et ensuite le front froid qui va toujours se déplacer de gauche à droite avec une pente beaucoup plus pentue, donc une distance couverte plus courte avec voilà, des grosses précipitations et des gros orages à l'avant du front, mais par contre une possibilité d'avoir un ciel de traîne, on va le voir tout à l'heure, et des cumulus. S'il y a une page, voilà, encore une fois à imprimer, ce sera celle-là pour comprendre les fronts et les nuages associés. Donc celle-là aussi, elle est intéressante. On voit sur une carte, voilà, ici le L signifie low pressure, donc une dépression. Donc on aura une rotation anti-horaire autour de, enfin centrée sur la dépression, des fronts chauds qui seront poursuivis par les fronts froids plus rapides. Et lorsque le front froid aura rattrapé le front chaud, ce sera un front occlus. Voilà, maintenant, c'est très bien tout ça, mais quelles sont les conséquences ou les impacts sur le vol en parapente? Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'à l'approche d'un front chaud, on le visualise par l'arrivée de cirrus et de cirrostratus. Donc ils vont plus ou moins gêner le soleil. Donc c'est voilà, des nuages d'altitude voilà, ça se bâche, c'est ce qu'on dit souvent. Les conditions donc elles deviennent de plus en plus difficiles avec des thermiques de plus en plus faibles et donc petit à petit on va être amené à atterrir parce que tout simplement la convection n'est plus efficace. Les conditions sont également celles qui se produisent au passage d'un front froid, quand l'air chaud qui le précède est stable. Donc effectivement les conditions vont se dégrader et, et on va être obligé d'aller atterrir. Le secteur chaud est rarement favorable, avec une instabilité souvent faible et des visibilités médiocres. En hiver, il est presque générateur de stratus et de brouillard persistants. Effectivement, c'est-à-dire que pendant le passage du front chaud et même après les fortes précipitations, on a souvent voilà, une météo très caractéristique hivernale avec une faible visibilité, beaucoup d'humidité, donc de la pluie fine assez fréquente, donc défavorable. Le passage du front froid, lorsque l'air chaud est instable. Il est matérialisé par une ligne quasi ininterrompue de cumulonimbus à l'avant desquels s'organisent de puissantes ascendances. Donc dans ce cas-là, euh, c'est voilà, il faut normalement on l'a visualisé à la météo qu'il était prévu un front froid et donc enfin, c'est très très visible et donc on a des marqueurs importants, donc notamment la formation de nuages du type cumuliforme dont le cumulonimbus en fait partie. Et donc là voilà, je ne saurais que vous recommander de bien faire votre météo pour savoir si un front froid est annoncé et de voir si vous voyez cette formation arriver sur vous, et de prendre des précautions, prendre vraiment des marges et aller atterrir en sécurité parce que c'est des choses qui peuvent se former assez vite, les cumulonimbus, et qui peuvent se déplacer également assez vite vers vous. On l'a vu que le passage du front, il peut parcourir quelques dizaines de kilomètres en une heure. Donc ils peuvent vite arriver sur vous, vite être donc dangereux, et ils sont synonymes de rafales de vent, d'un forcissement de vent, etc. Donc il faut vraiment faire très attention avec ces phénomènes-là en parapente. Après le passage du front froid, arrive la traîne, ou le ciel de traîne. L'instabilité développe des nuages de type cumuliforme et les conditions peuvent devenir excellentes pour le vol. Alors voilà, enfin on arrive sur quelque chose de positif, on va dire, sur notre pratique. C'est qu'après le passage d'un front froid, on a un air typique plutôt frais. En conditions printanières, on a un soleil qui va permettre de réchauffer le sol, une instabilité euh, marquée qui peut donner des conditions mais vraiment très bonnes. Et alors, c'est après le passage du front froid, ça peut être le lendemain, ça peut être 2 jours plus tard ou même plusieurs jours plus tard. Donc là, c'est pas une règle qui marche à tous les coups. Néanmoins, vraiment les gros vols en pleine poussés par le vent, ils se font lors des meilleures journées de ciel de traîne après les fronts froids. Donc on aura un vent plutôt soutenu
qui va donc nous permettre de parcourir de la distance, et donc l'instabilité va nous permettre de trouver des ascendances. Donc la combinaison des deux est très favorable. Néanmoins, il est possible qu'on vole pas après un front froid si le vent est vraiment trop fort, parce que ça arrive qu'on ait des vents très très soutenus après un passage de front froid. Si l'air froid est trop épais, donc plusieurs kilomètres d'épaisseur, il se produira des averses. S'il est trop humide, la nébulosité sera gênante avec des voiles de stratocumulus tout à fait possibles. Donc voilà, après le passage de l'air froid, enfin du front froid, c'est pas obligatoire de faire un vol record. Entre deux passages de perturbation, c'est à un intervalle plus ou moins long. C'est une zone peu nuageuse où les conditions pour le vol peuvent être bonnes. Voilà, entre les deux passages de perturbation, voilà, il y a pas de règle générique. Ça peut être bon comme ça peut l'être moins. Voilà, ici on va avoir quelques images caractéristiques de nuages. Donc ici on a des cirrus. On va passer assez vite dessus. Je vous laisserai prendre un peu plus de temps si vous voulez. Donc un cirrus un petit peu différent celui-là puisqu'il est issu des traînées des avions. Le cirrocumulus, donc cirro, voilà, c'est bien caractéristique d'un nuage d'altitude et de type cumulus. Cirrostratus, donc ce sera toujours en altitude, mais de type stratus. On a l'altocumulus, le nimbostratus. Voilà, donc le nimbostratus, c'est un nuage de strates, mais en fait, on le voit ici assez sombre et assez gris. C'est du fait de son épaisseur. En fait, plus le nuage va être épais, plus il va être sombre, noir ou gris foncé. En fait, c'est son épaisseur qui coupe la luminosité donc, du soleil. Et donc, plus il va être épais, plus on va le voir sombre. Altostratus, stratocumulus, les stratus, les cumulus, donc les fameux cumulus, vraiment une photo appétissante pour les amateurs de parapente et de vol de plaine notamment. Donc voilà, après voilà, ici on a quelque chose de caractéristique, c'est les cumulus qui vont s'aligner, ils vont faire des rues de nuages, on appelle ça. C'est-à-dire que voilà, ils s'alignent dans la direction du vent, dans le sens du vent, et donc si on arrive à accrocher une rue de nuages en parapente, voilà, on a quelques kilomètres à faire en suivant l'alignement de nuages, qui est souvent favorable. Les cumulonimbus, voilà, c'est un nuage qui est très caractéristique en forme d'enclume. C'est, je dirais, le plus dangereux pour nous, puisqu'on a vu tout ce qu'il a entraîné. Voilà, c'est un nuage d'orage qui peut aspirer à plusieurs kilomètres, qui va, voilà, avoir des conditions de vent dangereuses pour nous. Donc on va vraiment se méfier de ce type de nuage. Voilà. Avant de conclure les types de nuages, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'un type de nuage peut en cacher un autre. C'est-à-dire que dès qu'on a du stratus, du stratocumulus, voilà, on va voir nous un ciel plutôt voilà, bâché, mais un nuage de basse altitude qui n'a pas l'air méchant, il peut cacher un nuage en partie voilà, un peu plus haute, donc notamment un nimbostratus ou un cumulonimbus qui pourrait être caché au-dessus de ces nuages-là. Donc un cumulonimbus, on le voit très bien quand on est loin, puis finalement quand on est dessous, on le voit un petit peu moins bien. Donc voilà, faites vraiment attention quand vous faites vos prévis météo. Si un type enfin si un orage est prévu, ben on va être vraiment deux fois plus vigilant de l'apparition de nuages, même ceux qui nous semblent un peu plus anodins. Voilà, ici j'ai placé quelques questions du brevet de pilote confirmé que je vais vous laisser regarder et réfléchir de votre côté. Donc si vous voulez faire votre brevet de pilote confirmé, ou bien juste si vous voulez voilà, essayer de voir par rapport à ce que vous avez appris pendant cette présentation, vous devez être en mesure voilà, de répondre plus ou moins complètement à ces questions-là. Il y a aussi un QCM, donc ça c'est issu d'un brevet de pilote, donc c'est un niveau un petit peu en dessous. Donc je vais vous laisser voilà, quelques secondes sur cette vue. C'est un QCM. Donc c'est-à-dire que chaque fois, on a une question et 3 ou 4 réponses possibles. Il peut y avoir une, deux, 3 ou 4 réponses vraies. Et donc certaines rajoutent des points, certaines enlèvent des points. Donc vous essayez de prendre un papier et un crayon, vous notez les questions.
et ensuite on va passer à la correction. Ok, donc voilà, vous mettez une petite pause. On va regarder maintenant la correction. Donc ici, il fallait répondre, donc un front froid peut donner lieu à de fortes précipitations et peut provoquer des coups de vent. Lors d'un passage d'un front, l'air chaud est soulevé, effectivement. En général, un front froid engendre des nuages développés sur une grande épaisseur et des deux types. Lors du passage d'un front chaud, les pluies sont continues, l'air est très humide et le système nuageux important. La traîne d'une perturbation, c'est la zone d'air froid s'étendant à l'arrière du front froid. Les tendances générales d'un front froid sont l'aggravation rapide avec pluie, orage et vent fort. La traîne d'une perturbation, elle provoque parfois la condition trop violente pour le vol libre. Elle est caractérisée par un ciel peuplé de petits cumulus appétissants et est généralement très favorable l'été. Donc effectivement, la traîne d'un front froid, comme on l'a vu, elle peut être très très favorable au vol libre. Les nuages favorables au vol de performance sont les cumulus. Effectivement, tous les autres nuages, ils ne caractérisent pas vraiment des ascendances. Ils ont tendance plus à faire de l'ombre au sol plutôt qu'à matérialiser des ascendances. Donc à choisir en transition, on va plutôt aller vers des cumulus et si on peut s'éloigner des voiles nuageux d'autres types. Voilà, ici une vision sur la bibliographie sur laquelle je me suis appuyé, avec plein d'articles très intéressants si vous voulez approfondir. Voilà, donc au passage, je remercie donc les partenaires, donc la Fédération française de vol libre associée donc au CDVL 31, à la Ligue Occitanie de vol libre, et donc les partenaires privés qui sont Enedis et Soaring Shop à Luchon. Donc merci à tous, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette présentation pour ceux qui n'ont pas pu assister à la première présentation.